Alors voici donc pour terminer le troisième mouvement des retrouvailles de Manon et des Grieux. Donc ce mouvement qui débute juste après la fin du dialogue et avec les premières actions de Manon, donc à partir de la ligne 14, à peine eut achevé ses derniers mots qu'elle se leva avec transport pour venir m'embrasser. Et la suite. Donc ce qu'on observe, c'est que à peine Desgrieux a-t-il annoncé à Manon qu'il l'aimait toujours, que celle-ci se lève et se rue sur lui pour l'embrasser, avec un enthousiasme manifeste. On l'observe notamment avec cette phrase, donc une subordonnée consécutive. À peine eut achevé ces derniers mots qu'elle se leva avec transport pour venir m'embrasser. Donc ici, pour préciser, la conjonction de subordination, c'est à peine que. Hein, vous avez deux éléments disjoints, comme souvent sur les consécutives. Vous voyez bien les consécutives, d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup dans Manon Lescaut, des almémès, tant, que, etc. Donc c'est structure qui évoque d'abord un premier élément, qui a pour conséquence un deuxième élément, donc avec une conjonction séparée en deux éléments distincts. Donc, je sais pas, je vous donne un autre exemple. Il a tellement plu depuis un mois qu'on a du mal à croire que le printemps est là. Donc, tellement que, voilà. C'est une petite parenthèse sur les consécutives. En tout cas, je poursuis. Hein, on observe simplement la phrase. Elle se leva avec transport. Donc, à nouveau, on voit l'initiative prise par Manon, puisque c'est elle qui est à la manœuvre, c'est elle qui agit. Et puis, simplement, l'expression avec transport exprime l'émotion. Le terme de transport renvoie à quelque chose, justement, de chargé en émotion. Vous avez la même chose, c'est en anglais, par exemple, to be moved, c'est emotion, l'émotion, etc. C'est de la même famille. Le transport, c'est le mouvement intérieur, en fait. Donc ici l'émotion de Manon. Vous avez ensuite cette double hyperbole. Elle m'accabla de 1000 caresses passionnées. Elle m'appela par tous les noms que l'amour peut inventer. Donc ces hyperboles qui traduisent l'émotion et l'intensité du mouvement de Manon. Comme toujours, on peut s'interroger sur ses motivations. Est-ce qu'elle est sincère ou est-ce qu'elle n'est pas sincère? En tout cas, on peut noter que Desgrieux lui présente les choses d'une façon qui laisse penser que lui-même a des soupçons, ou en tout cas qu'il est affecté par l'attitude de Manon, par cette débauche d'émotion et d'affection qu'elle va lui témoigner. Donc on a à peine que, cette notion de à peine déjà donne l'impression qu'elle vous veut couper court en fait à la discussion. C'est pas comme si c'était pas son domaine. Elle est pressée de passer à ce qui est son domaine à elle, c'est-à-dire les baisers, les caresses, ce genre de choses. Voilà. D'autre part, m'embrasser, 1000 caresses passionnées. On a l'insistance de Desgrieux sur toutes les manifestations de tendresse de Manon, peut jeter une sorte de soupçon, comme s'il les trouvait excessifs pour être vrai, comme si c'était une sorte de débauche d'affection, comme je le disais, d'émotion, de tendresse, qui dans le contexte peut sembler peut-être un petit peu déplacée ou excessive. Voilà, donc on a l'impression que Desgrieux se laisse envahir par cette émotion et par cette désillusion à propos de lui-même, en fait. Hein. Le fait qu'il a cédé à Manon et que maintenant qu'elle l'embrasse, eh ben, c'est encore plus perdu pour lui. Et tous les noms que l'amour invente, comme je vous ai noté, donc une périphrase dévalorisante, hein, puisqu'il ne va pas nous dire quels sont ces noms, il va juste les désigner par l'expression tous les noms que l'amour invente, avec la relative que l'amour qui qualifie tous les noms. Donc cette périphrase dévalorisante pour parler des mots d'amour dits par Manon, comme si par eux-mêmes ces mots n'avaient pas de poids, c'est juste une accumulation de paroles d'amour, et on le sait bien, souvent quand il y a une abondance ou un excès de paroles d'amour, elles ne sont pas forcément sincères. La sincérité, c'est peu de mots, mais vraiment pensés, et pas une débauche de promesses d'amour ou de discours plein d'émotions et de tendresse. Donc Manon achève rapidement le dialogue pour le remplacer par des baisers et des mots superficiels. Soit c'est une marque de son amour pour Desgrieux, rappelons que c'est quand même une femme enfant aussi, hein, et cette spontanéité est très enfantine finalement, très puérile, cette façon de se jeter sur Desgrieux. Soit c'est une stratégie pour le séduire à nouveau. Donc on ne sait pas, comme toujours. Comment il en est pour Manon? On rappelle qu'on voit la scène à travers le regard de Desgrieux, qui est amoureux, mais qui en même temps veut peut-être charger un peu Manon pour dédouaner aux yeux de Renoncourt, mais aussi on sait que Manon, c'est une courtisane, donc elle sait comment s'y prendre avec les hommes, elle sait comment s'y prendre pour réussir à les séduire, et là, elle a réussi à capturer, à prendre Desgrieux dans ses filets une fois de plus. En tout cas, pour la dernière partie du texte, donc à partir de la ligne 16, je n'y répondais encore qu'avec langueur. Donc je vous rappelle qu'il y a un décalage dans les numéros de ligne. Donc ligne 16, je n'y résistais qu'avec langueur.
Je n'y répondais, pardon, c'est ça. Hein. Je n'y répondais encore qu'avec langueur. Et on observe donc ici, il reste dans le même état de stupeur et d'hébétude qu'au début du texte, où il était déjà interdit, on l'avait vu ici. Donc il reste de la même façon, incapable de vraiment reprendre le contrôle de lui-même. Donc cette expression avec langueur implique sans énergie, sans initiative, c'est-à-dire qu'il se laisse faire, il est complètement passif, il est dépassé par les événements, il est incapable. On peut imaginer que Manon le serre dans ses bras, lui fait des tas de bisous de partout, et que lui, il reste les bras ballants, il se laisse embrasser, mais sans vraiment réagir lui aussi ou manifester quoi que ce soit. Donc comme s'il était trop bouleversé pour pouvoir réagir. Et c'est l'idée que nous manifeste également la phrase suivante, en fait. Hein. Quel passage, en effet, de la situation tranquille où j'avais été au mouvement tumultueux que je sentais renaître. Donc une phrase exclamative qui reflète le bouleversement, l'émotion intense qui est le sien. Et on observe notamment le contraste, l'opposition entre les deux propositions relatives. La situation tranquille où j'avais été, au mouvement tumultueux que je sentais renaître. Donc l'opposition des temps, j'avais été, sentais renaître, qui marque vraiment une rupture avec ce retour de Manon. En quelques instants, la paix intérieure qu'il avait pu trouver en retournant au séminaire, en étudiant, eh bien cette paix intérieure s'est envolée tout de suite. C'est l'émotion, c'est l'agitation, l'intensité de l'amour peut-être aussi qui est satisfaisante, mais en même temps la perte de cette sérénité, de cette paix intérieure qu'il avait réussi à reconquérir. Voilà, donc on a également, comme j'ai noté, hein, le sentiment avec la phrase j'en étais épouvanté, qui donne vraiment le sentiment d'un homme qui est spectateur des événements. Il se regarde tomber, mais il est incapable de réagir pour faire quoi que ce soit et intervenir et corriger les choses. En même temps, voilà, comme je dis, il annonce et sent déjà comment les choses vont finir. Hein. Quand vous avez la phrase je n'y répondais encore, l'adverbe de temps, encore complément circonstanciel de temps, implique que ça ne va pas durer. Hein. Donc même s'il n'accepte pas encore, il sait qu'il va céder, qu'il a déjà cédé même, il se laisse emporter. Et la phrase suivante, donc, je frémissais comme il arrive, donc la dernière phrase du texte, avec cette longue proposition subordonnée de comparaison, comme il arrive avec une autre subordonnée intérieure lorsqu'on se trouve la nuit dans une campagne écartée. Voilà, donc deux subordonnées conjonctives circonstancielles ici. Il y en a beaucoup dans Manon hein, là-dessus, qui va exprimer justement avec effroi le gouffre dans lequel il est sur le point de tomber, mais il ne peut pas s'empêcher d'y tomber. Donc il constate les choses sans pouvoir réagir. Et voilà, c'était aussi, non, mes notes concernaient plutôt la phrase j'en étais épouvanté sur le côté phrase brève, mais bon, c'est la même idée qui est présente dans les deux cas. Voilà, et enfin donc cette longue comparaison pour illustrer l'état dans lequel il se trouve, comme s'il était la nuit dans une campagne écartée. Donc cette métaphore permet de faire comprendre à quel point Desgrieux est perdu, avec l'expression un nouvel ordre des choses confirme que pour lui d'un seul coup tout a changé, tout est différent, en une heure même pas, tout a basculé en ce qui le concerne, il se retrouve dans quelque chose d'inconnu, auquel il est perdu. Et elle permet surtout d'insister sur la peur que ressent Desgrieux, avec d'une part la notion même d'être perdu, isolé dans une forêt, c'est rassurant pour personne, et puis d'autre part, on a tout le champ lexical de la peur qui est présent ici, et qui manifeste cette attitude avec notamment, bon, je précise parce que épouvanté, frémissé, horreur, ça se comprend tout seul, mais considérer tous les environs traduit justement une forme de panique quand on regarde de partout, parce qu'on essaye de se rassurer comme on peut, pour fuir la peur qu'on ressent en soi. Donc, Desgrieux fait clairement comprendre que le retour de Manon n'est pas une bonne chose pour lui, qu'il est incapable de résister à l'arrivée de cette femme, mais qu'il prévoit très bien qu'il va retomber dans un gouffre de malheur et de déception. Alors, pour conclure, donc j'ai pas noté la conclusion sur ce texte, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Eh bien, tout d'abord que ce texte, c'est représentatif de la portée morale et du moins de l'ambiguïté morale de Manon Lescaut, puisque c'est un roman enfin une scène qui illustre clairement le jansénisme du texte, à savoir cette idée que l'homme est trop faible pour résister à la tentation, notamment à la tentation de l'amour, et que toute la religion du monde est insuffisante pour le prémunir de ses failles, de ses faiblesses, de ces passions dans lesquelles il peut tomber. Et de ce point de vue, c'est symbolique que Desgrieux est à Saint-Sulpice. Il est sur le point de rejoindre Dieu, de rentrer dans les ordres, mais il suffit qu'arrive une créature terrestre, mais presque céleste tellement elle est belle, pour qu'il replonge dans les affections terrestres. Donc de ce point de vue-là, cette scène peut justifier le discours de Prévost dans l'avant-propos, puisqu'il nous explique dans cet avant-propos qu'il veut justement mettre en garde les hommes contre les tentations de l'amour, ici.
même si on peut se demander à quoi ça sert d'être mis en garde contre une tentation si on n'est pas capable d'y résister, sauf à éviter la tentation elle-même. Mais en même temps, on peut aussi voir dans cette scène pleine de sentiments, pleine de pathétique, pleine d'émotions, qui est une vraie belle scène de retrouvailles amoureuses, que l'abbé Prévost nous présente encore cet amour sous un jour relativement séduisant, c'est-à-dire sous le jour de la passion, de l'intensité, des retrouvailles, des émotions fortes. Et on retrouve la même ambiguïté globale qu'on a vue sur le roman, c'est-à-dire est-ce qu'il veut mettre en garde contre les dangers de l'amour, ou est-ce qu'au contraire il veut célébrer la beauté de la passion? C'est l'interrogation qu'on peut avoir à propos de ce texte. Et de la même façon, on peut avoir des interrogations sur les deux personnages principaux. D'abord sur la sincérité de Manon. Est-ce qu'on a affaire ici à une séductrice professionnelle, si on peut dire, qui sait parfaitement comment manipuler un homme et en particulier manipuler des grieux pour réussir à obtenir de lui ce qu'elle espère? Ou est-ce qu'on a une véritable femme enfant, pleine d'amour, de tendresse, et qui se laisse emporter par ses affections et qui, sans réfléchir, manifeste son amour pour celui qu'elle aime, celui qu'elle a choisi, quitte à ce qu'au bout de 2 semaines, elle change, que ce soit plus le même qu'elle ait choisi, mais qu'avec le même enthousiasme et la même sincérité, elle se rue à nouveau sur lui. Donc encore une fois, l'ambiguïté de Manon. Et puis également l'ambiguïté de Desgrieux, on peut le rappeler, à la fin, c'est lui qui fait le récit, il se présente ici comme une victime, comme il le fait régulièrement. On n'était pas là à cette scène, qui bien sûr ne s'est pas passée, puisque c'est de la fiction, mais en tout cas, est-ce qu'il a réagi de cette façon-là? Dans quelle mesure il était complètement passif, comme il le dit? Est-ce qu'il s'est laissé entraîner par Manon? Ou est-ce qu'il était un peu plus heureux de la retrouver qu'il ne le disait? Eh bien, une fois de plus, je vous laisse trancher sur ces questions en rappelant que le plaisir principal du romanesque de Manon, Lescaut, c'est cette ambiguïté générale qui nous pousse à constamment interroger les motivations des personnages, comme on les interroge dans la vie réelle, c'est ça qui est séduisant. Et puis aussi, le plaisir du romanesque, c'est d'avoir des scènes de ce genre-là, ici scènes inspirées du théâtre, mais adaptées au format romanesque, qui provoquent des émotions, qui expriment des sentiments et des passions fortes, et que ce soit au cinéma, dans une série, dans un roman, la passion, l'émotion, qui peut résister à ça? C'est toujours séduisant. Au moins, on vit les choses par procuration. Peut-être qu'on ne voudrait jamais vivre une passion ravageuse comme celle de Desgrieux et Manon, mais ça fait toujours un peu rêver quand même, les belles passions. Et voilà. Bon, j'espère que cette deuxième explication aura été satisfaisante. J'ai fait le dernier mouvement un peu plus tard, donc la lumière est peut-être un peu moins bonne, mais j'espère que ce sera bon quand même. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.